Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du concept, parce que pour moi c'est un concept, de mauvaises herbes. Alors c'est une vidéo qui m'est venue suite à une conversation avec une élève qui était venue me voir au jardin pédagogique sur une pause déjeuner et qui m'a montré des petites fleurs au sol, des petites plantes, en l'occurrence c'était du lamier pourpre, donc je vous mets là, qui effectivement court un peu partout dans le collège, vous pouvez en voir facilement. Et elle m'a dit « Ah ben ça, je sais ce que c'est une mauvaise herbe. Mon papa, il dit qu'il faut les retirer. » Apparemment, son papa se bat avec le lamier pourpre dans son jardin. Et donc je vais essayer de lui expliquer un petit peu ce qu'on appelait le concept de mauvaise herbe. Est-ce que c'était vraiment une mauvaise herbe, etc. Et puis j'ai pas eu le temps d'approfondir. Et puis j'étais un petit peu, j'étais un peu chafouine. Et après ça, je suis allée faire des petites recherches sur internet et en 3 clics, en fait, j'ai tapé mauvaise herbe, juste mauvaise herbe, pas comment éliminer les mauvaises herbes, etc. Et très vite, je suis tombée sur des sites internet, dont la majorité étaient des sites internet de jardinerie, en tout cas de jardinage, pardon, et qui proposaient des façons d'éradiquer les mauvaises herbes, entre guillemets. Alors les mauvaises herbes en écologie, agroécologie, ça s'appelle aussi des adventices, c'est peut-être un petit peu moins péjoratif comme terme. Et il y a plein d'articles chocs comme ça sur comment se débarrasser des mauvaises herbes. Et je suis tombée notamment sur un article qui citait de mémoire 9 mauvaises herbes dont il fallait absolument se débarrasser, avec vraiment des termes employés, tout un vocabulaire éradiqué, etc. Enfin c'était assez violent. Et je me suis dit, tiens, je vais expliquer aux élèves ce qu'on appelle une mauvaise herbe communément. Est-ce que c'est une bonne appellation? Et puis, est-ce qu'elles sont toutes si mauvaises que ça? Voilà, donc j'ai pris au mot, en fait, cet article. Et les 9 mauvaises herbes citées, qu'on va appeler adventices maintenant, parce que c'est quand même un petit peu mieux. Et j'ai pris le parti de vous expliquer qui était chacune de ces adventices et éventuellement quels bienfaits elles pouvaient avoir. Et en fait, vous allez vous rendre compte, je pense, c'est un peu l'objectif de la vidéo, que ce qu'on considère comme un nuisible, ce qu'on considère comme mauvais, c'est par rapport à nous. Et dans les principes notamment de permaculture, il y a un grand principe, c'est faire avec. Faire avec, apprendre à comprendre et faire avec. Et vous allez voir que les mauvaises herbes ne sont pas toutes si mauvaises que ça. En réalité, elles sont mauvaises par rapport à notre vision d'humain. Et voilà, donc c'est l'objectif de cette vidéo. Donc voilà la liste des 9, il me semble bien, mauvaises herbes en question. En réalité, il y en a plein, mais j'ai pris au mot cet article et donc je vais vous faire une présentation point par point de chacune de ces plantes que vous connaissez peut-être en fait, que vous avez peut-être déjà vues. Et vous allez vous rendre compte qu'elles sont pas si pires que ça. Allez, c'est parti. Non mais regardez quand même le lexique de l'article. On a le terme cauchemar, envahisse, redoutable. Ah, on est en danger là, Ah là, on est sacrément en danger, purée. Waouh, je savais pas qu'on était en danger comme ça dans notre jardin. On se croirait, c'est un lexique de guerre quoi. On va peut-être nuancer un tout petit peu quand même. Je sais pas, moi ça me laisse rêveuse. Alors déjà pour commencer, les mauvaises herbes, en réalité toutes les herbes, toutes les plantes ont des avantages malgré tout, et ça c'est des avantages globaux. Il y a des travaux dans ma rue, c'est parfait. Bon, désolée, région parisienne, je peux pas faire autrement. Toutes les plantes, quelles qu'elles soient, ont des avantages. Et ces petites plantes herbacées, parce qu'en l'occurrence ce ne sont que, quasiment, il y a une arbustive dans l'histoire, mais vous verrez. Ce sont quasiment que des plantes herbacées, c'est-à-dire de petite taille. Toutes ces plantes, elles ont un intérêt quand même. Elles ont plusieurs intérêts communs. Déjà, elles couvrent le sol. Ça, c'est un gros avantage parce que un sol à nu, c'est un sol qui est exposé à la sécheresse, qui est exposé au ravinement quand il pleut dessus, etc. Dans la nature, si vous vous promenez, si l'homme n'est pas passé par là, un sol nu, ça n'existe pas. Il est systématiquement recouvert de quelque chose. Même le sol forestier, parce que sous les arbres, à cause de l'ombre, il pousse pas grand-chose, mais il est recouvert de feuilles mortes, de branchages, etc. La terre à nu, ça n'existe que dans les interventions humaines. Et c'est terrible parce que le sol à nu, c'est un sol sans vie.
Donc déjà, rien que pour ça, le fait qu'il y ait des mauvaises herbes qui colonisent la terre, c'est une bonne chose en soi. Ensuite, elles ont un autre intérêt, c'est qu'avec leurs petites racines, elles vont avoir tendance à travailler, ameublir, aérer le sol. Et un sol qui est aéré, c'est un sol où peut se développer de la vie, la fameuse microfaune qu'on a vue avec les 6e, alors qu'un sol compacté, tassé, comme ce qui se passe malheureusement dans les champs de monoculture, c'est-à-dire on ne cultive qu'un seul type de plante, et ben la terre est tassée, compactée, on peut à peine la travailler, il faut des motoculteurs pour ça, et la vie ne s'y développe pas. Donc rien que par leur réseau racinaire déjà, elles sont très profitables aussi. Ces mauvaises herbes, entre guillemets, si on les fauche, si on les coupe, quand elles meurent elles-mêmes et qu'elles tombent au sol, elles apportent de la matière organique au sol. Et ça, on l'a bien vu également en 6e dans le cycle de la matière. C'est très important, l'apport de matière organique, pour ensuite que cette matière soit décomposée par la microfaune, puis minéralisée par les bactéries du sol, s'il en reste, et qu'ensuite tout ça revienne aux plantes qu'on voudrait éventuellement cultiver dans ce sol. Donc c'est un cercle vertueux. Si vous virez tout apport de matière organique, si le sol est à nu, le sol meurt. Toujours pareil, rien n'y pousse. Autre chose, ce sont des plantes qui vont fleurir à un moment, d'une façon ou d'une autre, et accessoirement, une fleur, ça attire des pollinisateurs. Et des pollinisateurs, c'est toujours bon au jardin, parce qu'ils vont pas polliniser que les adventices, les mauvaises herbes, ils vont venir aussi, s'ils sont attirés, polliniser les plantes que vous avez envie de cultiver. Donc, attirer les pollinisateurs au jardin, c'est toujours une bonne idée. Donc pollinisateurs, c'est les abeilles, les bourdons, les papillons, les cirfes, il y a tout un tas de pollinisateurs, il n'y a pas que les abeilles. Donc toutes ces fleurs vont les attirer et ça c'est une bonne chose. Oui, et puis dernière chose, ces plantes, quand elles se mettent à se développer en masse à un endroit, plutôt que d'y voir une invasion tout de suite, on peut se dire que c'est la nature d'une certaine façon qui nous indique l'état de notre sol. C'est ce qu'on appelle des plantes bio-indicatrices. C'est-à-dire que si une plante se développe énormément à un endroit, elle nous indique bien souvent un état du sol, son acidité, sa qualité, le fait qu'il retienne l'eau ou pas, l'ensoleillement du terrain, ça peut être un tas de choses, mais tout ça sont des indications qu'il faut écouter, qu'il faut voir pour ensuite mieux comprendre son sol et mieux y cultiver des plantes. Donc ça fait quand même déjà beaucoup d'avantages en général. Mais maintenant, on va revenir dans le détail sur ces 9 plantes, sachant que vraiment, je pourrais vous en citer tellement plus. Mais voilà, on va prendre les 9 et vous allez voir. Alors, juste un petit disclaimer. Je vais, pour chaque plante, en général, citer un usage médicinal de ces plantes. Les plantes en général, sont souvent utilisées pour soigner, ou l'ont été en tout cas. Je suis pas en train de vous dire d'aller vous brouter des hectares des plantes en question. Attention, une plante utilisée à une certaine dose, les bonnes parties, etc. Oui, ça peut être intéressant, mais quand on n'y connaît rien, on ne s'y risque pas. Alors là, clairement, je vous le dis, moi, je sais à peu près les vertus, mais je sais pas les dosages. Et personnellement, je me soigne pas par les plantes comme ça, complètement à l'arrache. Ça m'arrive de me soigner par les plantes, mais en suivant des indications faites par des professionnels. Donc voilà. Alors attention, je dis pas que du coup ces plantes sont des poisons. De toute façon, tout poison c'est une question de dose. C'est la dose qui fait le poison, c'est ça qu'on dit souvent. Une petite quantité peut être mortelle, mais une petite quantité peut être bénéfique, et la même molécule prise en grande quantité peut s'avérer mortelle. Donc voilà. Donc faites bien attention, là moi je vous donne des indications presque historiques. Après, vous amusez pas à faire n'importe quoi avec les plantes que vous trouvez dehors, c'est une très mauvaise idée. Je reviens sur le fameux appel à la nature où les gens disent « c'est bon pour la santé, ça vient des plantes ». On en parle des plantes hautement toxiques, on en parle de ce qui vient de la nature et qui peut tuer. Oui, il faut se méfier, malgré tout. Donc c'est vraiment juste des petites indications d'ordre presque de culture générale, quoi. Après, toujours demander conseil, c'est beaucoup mieux. Premier attaquant de notre liste des plantes qui nous menacent grave, l'oxalis, aussi appelée petite oseille. Alors en vrai, il y a plein de variétés d'oxalis. C'est une famille, ça fait partie, alors je lis mes notes, je vous le dis parce que je les connais pas toutes, des oxalidacées. Le saviez-vous? Alors, ces plantes, donc je vous mets une illustration.
L'oxalis petite oseille, qui est la plante classique qu'on trouve un petit peu partout. C'est aussi appelé pain de coucou parce qu'en fait ça se met à fleurir et se développer donc au printemps, au moment où niche le coucou, donc pain de coucou, voilà. Et les plantes de cette famille-là, donc elles ont des feuilles très particulières en 2 lobes, comme ça. Et c'est marrant parce que les fleurs et les feuilles, je vous mettrai une illustration, quand il y a un petit peu de sécheresse, quand il y a un petit peu de vent, quand les conditions sont pas excellentes, elles ont tendance à se refermer sur elles-mêmes, se replier en 2, un petit peu comme un origami. C'est à ça qu'on les reconnaît souvent. C'est très joli. Et donc voilà, ça c'est typique de cette famille-là. Bon, bah déjà c'est une originalité, c'est plutôt sympa. Alors en général, donc c'est des plantes indicatrices d'un sol humide, de sous-bois et puis plutôt acide. Donc quand je vous parlais de bio-indication, bah voilà, sachez que quand l'oxalis se développe en masse, c'est que probablement votre sol est bien humide, bien frais et acide. Et ça, c'est des choses importantes à savoir au jardin. Alors, on peut les manger, c'est pour ça qu'on appelle ça petite oseille, c'est un léger goût acide, on peut manger les feuilles notamment, mais je me suis pas renseignée, peut-être qu'on peut manger la fleur aussi, ça c'est à voir. Donc ça a un petit goût acide. Bon, évidemment, il faut pas s'en faire 3 saladiers par jour, parce que dedans, d'où le nom de la famille, il y a ce qu'on appelle de l'acide oxalique, donc faut pas abuser. Mais enfin, cela dit, il y a des plantes comestibles, c'est le même principe, et on n'en abuse pas, voilà. Après, vous faites pas une monodiète d'oxalis. Enfin, qui fait ça? Je sais pas. Pour ce qui est de ses propriétés médicinales, alors je lis, donc elle est dépurative, c'est-à-dire qu'elle permet d'éliminer un petit peu les toxines dans le corps, diurétique, ça va ensemble, ça fait faire pipi, quoi. Et alors, pain de coucou, c'est aussi parce qu'en fait, à une époque, on mâchait les feuilles, on les mâchait longuement dans la bouche, on en faisait une pâte, dont on pouvait se servir en emplâtre sur une plaie infectée ou inflammée. Donc voilà, on en faisait une pâte qu'on collait, on mettait sous un bandage, et puis apparemment c'était réputé pour sortir un peu les toxines de la plaie et donc aider à la guérison. Donc voilà, déjà cette première plante qui a l'air de rien, elle a cette originalité de se refermer, elle est mignonne comme tout accessoirement, elle est bio-indicatrice et en plus elle a des vertus thérapeutiques. Et en plus on peut la manger. Ça n'est que le premier exemple. On passe à la suite. Alors, deuxième plante absolument redoutable et qui nous vaut du mal, c'est le fameux bouton d'or, d'accord? Alors c'est ce qu'on appelle la renoncule rampante, vous la connaissez tous, c'est des petites fleurs jaunes d'or, d'où son nom, bouton d'or. Et bon alors déjà, ça fait partie de la famille des renonculacées, voilà, renonculacées. Alors c'est très invasif effectivement parce que ça se multiplie avec des stolons, c'est-à-dire ce qu'on appelle des stolons, c'est des tiges souterraines. C'est-à-dire que la plante fait sa tige avec ses feuilles et sa petite fleur, mais elle fait aussi des tiges qui vont se propager sous la surface de la terre et qui vont lui permettre de se multiplier très vite, c'est-à-dire de ces tiges souterraines vont ressortir de nouveaux plants, voilà. Donc c'est ce qui lui permet de jouer un rôle de couvre-sol très rapidement. Quand une terre est à nu, hop, elle perd pas de temps, elle vient se propager. Alors, ce qui fait qu'elle est pas très aimée, c'est que fraîche, si on la mange fraîche, elle est toxique. Mais et donc du coup, elle est pas très aimée, notamment des éleveurs, parce que ils ont peur pour leur bétail. Sauf qu'en réalité, les herbivores dans la nature, à moins d'être envahis, d'être parqués en fait à un endroit où il n'y a que ça à manger, ce qui dans la nature n'existe pas, les herbivores ne la mangent pas, ils l'évitent. Voilà. Cela étant, une fois qu'elle est fauchée et séchée, voilà, qu'elle est morte, elle n'est plus du tout toxique. Donc elle peut être un bon complément au fourrage des animaux, même d'élevage, il n'y a aucun problème. Mais c'est ce qui fait qu'elle est un peu mal aimée, effectivement, fraîche, elle est toxique. Mais encore une fois, les animaux ne s'y trompent pas. Alors, elle est bio-indicatrice des prairies hygrophiles, c'est-à-dire des grandes zones bien arrosées et surtout bien ensoleillées. Donc en général, c'est pour ça qu'on les trouve dans les champs, etc., dans les zones très dégagées, pas en sous-bois. Alors, on dit qu'en termes médicaux, elle est vésicatoire. Alors ça, j'ai découvert ça. En fait, c'est-à-dire qu'elle est légèrement irritante. Si on la met sur la peau, si on en extrait le suc, la sève, et qu'on pose ça sur la peau, ça crée des sortes de cloques, des vésicules, donc vésicatoires. Mais dans certains cas, notamment sur une plaie très infectée, l'intérêt de ça, c'est que ça va faire ressortir plus vite les chairs mortes. Et donc c'était utilisé en emplâtre, notamment à une époque pour assainir une plaie qui était partie un peu en cacahuète. Et alors, la petite chose à savoir sur ce fameux bouton d'or,
et c'est ça qui en fait un allié au jardin aussi. Vous connaissez peut-être le jeu de toi t'aimes le beurre, c'est-à-dire qu'on prend la fleur de bouton d'or, on la met sous son menton, et si, et c'est toujours le cas, hein, la luminosité est bonne, etc., on a une belle trace, une lumière jaune très intense qui se reflète sur le menton. Et donc on me dit en général, ah bah t'aimes le beurre. Donc je crois qu'elle s'appelle aussi fleur de beurre, quelque chose comme ça. Et en fait c'est dû à une particularité typique de cette fleur-là, c'est qu'elle a non pas une couche mais 2 couches de cellules au niveau des pétales, qui font ces 2 couches de cellules, que la lumière s'y réfléchit d'une manière tout à fait particulière par rapport aux autres pétales. Elle est elle émet un spectre lumineux extrêmement vibratoire, extrêmement lumineux, on va dire, en vue d'attirer les pollinisateurs. Elle a comme ça des pétales extrêmement lisses qui renvoient une lumière jaune très très attirante pour les pollinisateurs. Si ça c'est pas un allié du jardin, on ne voit pas ce que c'est. Donc vous pourrez faire le test, prendre un bouton d'or, le mettre un jour de soleil sous votre menton, vous verrez, vraiment ça illumine, ça illumine particulièrement le menton, ce que les autres fleurs ne font pas. Super pouvoir du bouton d'or. Alors, autre plante bien souvent détestée, mais moi que j'adore, et dont j'ai parlé au 4e cette année, enfin à certaines 4e, c'est la ronce. La ronce. Donc ça fait partie de la famille des rosacées, hein, comme les pommiers, les poiriers, les roses évidemment, enfin, bref. Donc c'est ces fameuses plantes, alors c'est la plante arbustive de la liste, hein, qui font comme ça des grandes tiges très épineuses, sachant qu'il y a aussi des variétés maintenant qui n'ont pas d'épines, mais la plupart du temps, les gens les détestent parce que ça s'accroche dans les vêtements, etc. C'est infranchissable, hein. Un roncier, c'est-à-dire une haie de ronces, est totalement infranchissable. Enfin, ne vous y risquez pas sans protection, parce que là, vous allez effectivement vous faire mal. Sauf que, bon, déjà, gros avantage, les ronces, ça apporte un fruit qui est absolument délicieux, c'est la mûre. Je parle bien de la mûre des ronces, hein, pas de la mûre du mûrier platane ou autre, hein. Il y a le mûrier qui fait d'autres fruits, mais voilà, je parle bien des ronces, hein. Alors on les trouve souvent en lisière de forêt, et pourquoi est-ce qu'elles sont couvertes d'épines comme ça? On dit que ce sont des plantes pionnières, c'est-à-dire qu'elles sont dans les premiers stades de développement de la forêt. Nous, dans nos régions, le climax, c'est-à-dire le stade ultime du développement d'une zone, si on lui fout la paix, c'est la forêt. Et les premiers stades, donc, ce sont des plantes comme ça qui se développent avec pas mal de luminosité et qui vont faire en sorte, en fait, de protéger les premiers arbres. Je vous explique. Quand des ronces se développent, la plupart des herbivores sont complètement, sont repoussés par ça, n'arrivent pas à franchir les ronces. Et du coup, si un gland, si une châtaigne, si n'importe quel fruit qui peut donner un arbre ensuite forestier tombe au milieu des ronces, il peut germer tranquillement sans risquer de se faire manger par les herbivores parce qu'il est protégé par les ronces. Et donc c'est en ça qu'on dit que c'est vraiment une plante génératrice de forêt. Et alors les jardiniers d'antan, mais même les forestiers, les agents forestiers d'antan, voilà, je sens que j'ai pas utilisé le bon terme, enfin c'est pas grave, vous avez compris quoi. Dans certaines régions de France, aimaient la ronce, au contraire, et lui donnaient des noms. Alors les noms, je les ai notés parce que je les connaissais pas. Il l'appelait mère du hêtre le chêne, l'arbre, pardon, la mère du hêtre ou le berceau du chêne. Justement parce que voilà, elle jouait ce rôle de protection pour les futurs arbres qui étaient en train de pousser. Excellent. Et une fois que l'arbre a poussé au milieu du roncier, en étant bien protégé, qui devient robuste et qui commence à faire ce qu'on appelle une canopée, c'est-à-dire une couverture de feuilles, eh bien la ronce naturellement recule parce que elle a besoin de lumière pour se développer. Donc toute seule, elle va se déplacer. Alors justement, comment se multiplie la ronce? Elle se multiplie très vite. Elle met en place des tiges très très longues qui sont capables de s'enraciner par le bout, en fait. Le bout des tiges va se mettre à blanchir, produire des racines, et dès qu'il touche le sol, pouf, il va former une nouvelle ronce. Donc en général, les gens, pour s'en débarrasser, terme que j'aime pas trop, coupent. Ils coupent tous ces rejets, là, toutes ces grandes tiges qui ressortent. Alors, ils se font mal au passage et compagnie. Il y a une autre technique pour essayer de juguler un petit peu un roncier, c'est de prendre ces têtes, alors avec des gants, bien sûr, parce que sinon vous allez vous faire mal, prendre ces têtes qui sont prêtes à s'enraciner et les reguider dans le roncier afin qu'elles s'enracinent dans le roncier. Donc vous n'éliminez pas le roncier parce que c'est
peine perdue, pour ainsi dire, ça va être un boulot terrible, et en plus c'est pas souhaitable. Mais au moins, vous pouvez dégager vos allées, vos chemins, parce que la ronce, elle, va vouloir aller dans toute zone dégagée, elle va vouloir se propager. Donc la technique, c'est prendre ces grandes branches et les remettre dans le roncier, les guider vers la terre pour qu'elles se réenracinent. Ça va en plus laisser de la lumière aux autres pousses sur lesquelles il va y avoir du fruit. Alors je vais pas rentrer dans les détails de comment fructifie la ronce, mais voilà, c'est tout bénef, vous aurez des fruits et en plus vous régulez le roncier. Alors le roncier c'est génial parce qu'il y a des gens qui se plaignent d'avoir des attaques d'animaux, de gros animaux, passage de biches, de cerfs, de tout ce que vous voulez dans leur jardin potager quand ils sont un peu en pleine nature et ils savent pas quelle barrière mettre, etc. pour se protéger de ça. Ben, un roncier, les herbivores n'y vont pas. Vous verrez jamais un cerf, une biche, un faon, n'importe quoi, gambader dans un roncier. Ils vont faire le tour, naturellement. Donc c'est quand même un allié. Et puis accessoirement, c'est un excellent coupe-vent également. Si vous laissez pousser un roncier autour de votre parcelle, vous allez limiter le vent et du coup vous allez limiter l'assèchement de votre parcelle. Donc c'est tout bénef, tout bénef. Bon, accessoirement, les ronces sont extrêmement mellifères. Elles attirent par leurs petites fleurs charmantes les insectes pollinisateurs. Ce sont des sources de nourriture pour bien des oiseaux et des rongeurs, également des sources d'abri pour les rongeurs qui vont pouvoir tranquillement y faire leur petite vie sans tout dévaster, parce qu'ils auront et nourriture et abri sur place, ils iront pas manger vos graines. Donc ça favorise la biodiversité, donc c'est parfait. Et sachez également que il n'y a pas que les mûres qui sont comestibles, il y a également les jeunes bourgeons, il y a également les jeunes pousses qui sont comestibles, qui apparemment sont délicieuses. Moi j'ai jamais fait. Les feuilles sont également comestibles et elles ont des vertus thérapeutiques. Alors là pour le coup, voilà, antidiarrhéiques, poésie toujours, astringentes et anti-inflammatoires. Bon, bref. Mais alors finalement, que des points positifs pour ces ronces qu'on déteste d'habitude, mais quand on les voit sous cet aspect-là, elles n'ont que des avantages. Alors je vous dis pas de les laisser non plus pulluler, hein, mais quand je vous ai dit qu'il y avait moyen de les réguler, ben voilà, on régule, on n'élimine pas. Bon, et je réalise que on en est déjà à plus de 20 minutes de vidéo et que je n'ai fait que 3 plantes. Donc je pense que je vais faire ça en 2 parties. Voilà, je vais faire cette vidéo en 2 parties. Donc rendez-vous pour la 2e partie et les autres plantes manquantes, 6 autres plantes manquantes, d'ici quelques jours. Voilà. Bah, j'espère que vous avez appris plein de choses et je vous dis à la prochaine.